Encore une fois le plus, recouru du côté de la régie finale pour prendre ces 2 pages. On va commencer par la page événementielle. La page événementielle, vous devez noter, savoir que non, le politologue de formation Kelvin Zalapangui était hier avec son équipe pour le vernissage de son livre La femme forte. La femme forte, je vais vous laisser vivre ce qui a été hier dans la commune de Lemba. Kelvin Zalapangui avec son livre La femme forte, et puis nous allons revenir tout justement après. Nous prenons d'abord la transition et puis rapidement nous allons du côté de la page événementielle. Voilà, là, une courte transition. On va maintenant prendre les éléments, ainsi qu'on va revoir ce qui a été hier du côté de la commune de Lemba pour le livre La femme forte, écrit par le politologue des formations Kelvin Zalapangui, et puis nous allons revenir après. Tout à l'heure. Mais je vais dire parce que vous pouvez contredire une thèse. Tout à l'heure d'applaudir pour vous-même. Merci beaucoup. Hymne national. Et là, on déploie des phrases, lesquelles phrases lui ont appelé à écrire. Et écrire le grand ouvrage qui sera. Et nous prions d'ailleurs de nous laisser asseoir. Nous avons. Nous allons commencer. Pour nous, un honneur parce que nous sommes parmi ceux qui défendent les droits humains ou les droits des femmes, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans les quartiers où nous vivons, mais également dans le monde universitaire. Et donc, nous nous sentons honorés de l'ouvrage qui vient d'être rédigé par notre ami Zalapangui que nous avons préfacé. Et c'est également un honneur pour nous que nous puissions passer à l'essentiel de cette manifestation qui nous réunit en ces jours. Cela étant, j'aimerais quand même lire un petit texte. C'était la photographe chante. J'aimerais lire un petit texte qui n'est pas très long, avant de passer à la discussion. L'ouvrage La femme forte tire son titre de son passage public des Proverbes 31, souvent appelé éloge de la femme vertueuse ou la femme vaillante. Cet texte célèbre une femme exemplaire, reconnue pour sa sagesse, son travail acharné, sa bienveillance et sa crainte de Dieu. Et dans ce passage, la femme forte décrite comme une gestionnaire habile, une mère dévouée et une personne influente dans sa communauté. Elle est louée non seulement pour ses réalisations concrètes, mais aussi pour sa foi et son caractère. Ce modèle biblique a inspiré de nombreuses œuvres dans l'ouvrage que nous vous mentionnons ce matin ou cet après-midi pour célébrer la force, la vertu féminine dans un cadre tout à fait pratique. Cela étant, nous allons passer au baptême. Et donc, femme forte, rédigée par notre ami Zalapangui Lutonazio Kelvin, femme forte, étant donné que ta source provient de cette Bible à travers laquelle nous apprenons l'œuvre de la création de l'homme et de la femme, parce que Dieu ne voulant pas que l'homme reste seul. Et donc je te baptise, je voudrais te baptiser. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et je souhaite plein succès à cet ouvrage. Que cet ouvrage soit lu et qu'il puisse transformer des vies humaines pour la seule gloire de notre Seigneur. Merci.
Aussi la parole, mais faute de temps, nous allons débattre les actes. La volonté doit s'exprimer, s'il vous plaît. Nous sommes réunis ici pour la publication officielle d'un ouvrage que je viens de publier à ce jour, intitulé Femme forte. Nous avons voulu honorer la femme, pas seulement honorer, mais aussi l'encourager. Parce que c'est une femme, c'est vrai, dans notre pays, la femme n'est pas vraiment valorisée véritablement, mais du moins, nous avons voulu honorer cette femme, une femme conservatrice de vie, une femme qui porte le développement de notre pays. Le développement de ces pays dépend de la femme. Aussi longtemps, ces pays ne reconnaîtra jamais la place de la femme, ces pays n'ira jamais de l'avant. Raison pour laquelle je dis aussi merci à vous, d'ailleurs vous la presse, de nous honorer à ce jour pour cette publication. Mon frère Isaac, les Congolais généralement ne lisent pas. J'ai été surpris de voir la salle remplie de Congolais et non des Rwandais. Des Congolais, surtout des femmes. J'étais ému de joie. Parce que d'ailleurs, vous le savez très bien, pendant votre élection, c'est ce que vous avez dit. Si vous voulez cacher un trésor pour un Congolais, il faut le mettre dans un livre. J'étais surpris de voir cette masse, cette foule répondre à cette invitation. Donc je comprends et j'ai déçu, je comprends et j'ai déterminé à ce que plus question avec cette expression que les Congolais ne lisent pas. Non, les Congolais jadis ne lisaient pas, mais cette fois-ci, la jeunesse lise. Les Congolais, nous avons changé notre mentalité. Raison pour laquelle nous invitons aussi les Congolais à ceux qui traînent le pas, à emboîter le pas afin que nous puissions aller de l'avant. Parce que ces pays, pour les développer, il faut lire. Parce que les politiciens sont des menteurs, entre guillemets. Souvent, ce sont des menteurs. Or, quand tu lis, tu vas découvrir beaucoup de choses. Raison pour laquelle la femme doit lire. La femme porte la solution aux questions de milliers de Congolais. Le livre comporte 18 chapitres. Dans ces 18 chapitres, nous avons décortiqué chaque chapitre après chapitre. C'est vraiment des riches chapitres. Et dans ces 18 chapitres, nous avons résumé, fait au moins un petit résumé. Le résumé dans ces 18 chapitres, c'est quoi? La femme est une force motrice pour ce pays. Voilà au moins. Et la maison d'édition, vous trouverez d'abord pour ceux qui sont en Europe et en Asie, en dehors du pays, peuvent l'acheter en ligne au moins d'Amazon. Amazon, vous tapez seulement le nom du livre et l'intitulé, l'auteur. Donc vous tapez Femme forte, Kelvin Zalampang, vous aurez votre livre à un bon prix. Et ici dans notre pays, la seule maison, c'est Mediapol. Hormis Mediapol, vous pouvez encore en procurer ces livres au niveau de notre bureau privé. Notre bureau privé, soit via le numéro de notre secrétaire, plus 243 89 40 90 488, c'est le numéro de notre secrétaire. Là, vous aurez votre livre sans problème. Actuellement, aujourd'hui, c'est la publication. Le livre est vendu à $10. À $10, c'est ici. Et je crois très bien, les différentes maisons d'édition, je ne crois pas qu'ils mettront ça à $10. Mais du moins, dans notre bureau privé, le livre se vend à $10. Voilà un peu. Merci beaucoup. Pour ces pays, hein, c'est le résumé de cet bel ouvrage, hein, La femme forte, hein, écrit par Kelvin Zalampang, politologue des formations, président de l'ONG Genève. Sûr et certain, nous serons avec lui le lundi. Hein, il sera là pour un tout petit peu entrer dans la profondeur par rapport à cet ouvrage. Donc félicitations à vous, Mwanamboka Kelvin Zalampang. Vraiment bravo et félicitations à vous également. Et rapidement, parce que mon cœur bat déjà une allure explosive. Bientôt là, on va entrer dans le vif de notre sujet. Ingénieur Aaron, je peux me donner la transition de la page noire pour parler de la disparition de Dolphin Tseka Koudifela Munganga à Paris, hein, connu beaucoup plus sous le nom de Pascosé. C'est un ancien batteur de l'orchestre Quartier Latin. Nous parlerons de la visite de Merlin Kamalanda, un notable de la commune de Bumbo qui pleure son force également. On prend la transition qui va nous permettre d'aller vous parler sur la page noire.
Alors, Déjà, on m'entend déjà. Très bien. Azali. Merci de temps la touche à numéro de Kambonda Passekos pour définir la. C'est un gars frère pour moi. Il a vu Gandhi. Je me souviens, il y a de la Guinée Marona. On a de la Guinée Kulumba. C'était un vieux où vraiment il y avait du pont dans la main. De temps à autre, il me proposait des conseils parce que je suis également une vie de famille artistique. Mon oncle compositeur était également musicien. Et à chaque moment, face à cause, venait également à la maison pour rendre visite à son oncle qui est mon père. Voilà, donc c'est Kambonda, c'est vraiment un aîné, un grand frère et un ami. Il était si gentil. Nous avons vu sur face à toute sa Sénégal. Il était cool envers tout le monde. Nous en a pas ce poste de nous, nous a pas ce poste. C'est vraiment une perte pour nous, les natifs des Congo. Une perte pour la République démocratique du Congo parce que nous avons perdu une école, nous avons perdu un bambam. C'est Kambonda, qui est un musicien talentueux. Il a fait son temps, quartier latin. La œuvre a été, je me rappelle que
Papa d'avoir ici et l'œuvre de Passe et Poste. La chanson chez Temba, tirée de l'album Danger des morts, si je m'abuse. On vient de suivre, je le répète encore un peu plus, paix à l'âme de Delphin Tika Koudifela Munganga, vraiment un natif de Bumbu, ancien batteur de l'orchestre Quartier Latin de Kwadakura Mandement. Merle Kamalanda, notable, c'est aussi le président de tous les caméramens en République démocratique du Congo, Merle Kamalanda, qui était là pour compatir avec la famille de l'illustre disparu, parce qu'ils sont aussi son vieux de la commune de Bumbu, vraiment Passé Kossé, et donc un bon batteur, vraiment paix à l'âme de cet artiste qui a donné de la joie na bakongoma nyos na ba amoureux nyos la musique au ballet roulinga ba musique qui a Quartier Latin. Déjà vous venez de prendre la transition, déjà tous intervenant sur la plateau pour parler sur les spécialistes de janvier 64 après qui est retenu du combat de Patrice Emery Lumumba. Déjà au début j'étais en train de le signaler. Nous sommes sur ce plateau avec Archava Mangwete. Bonjour et bonne année. Bonjour John Djiroua, un des grands journalistes de notre pays. Merci de nous avoir reçus dans votre prestigieux plateau qui ne reçoit que des intellos. Et je salue également mon collaborateur et puis tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis leurs maisons respectives. En fait, comme vous nous avez présenté et comme j'ai l'habitude de le dire, j'aime bien ça. Juriste d'information, nous sommes sur pied de l'article 56 du Code de la famille. Nous sommes Magbet Elenga Chevan, avocat au barreau de la Cour, doctorant et assistant à la faculté de droit à l'Université de Kinshasa. Et par rapport au sujet du jour, je ne sais pas si je dois être... Oui, j'ai déjà introduit, mais par rapport au sujet du jour, une question, ce sera un biscuit pour vous deux, je vous montre à vous. Qu'est-ce qui représente en fait la personne de Lumumba et Laurent Désiré Kabila comme le 2-0? En fait, merci pour la question. Et si je devrais parler de nos héros à ce jour, déjà nous sommes le 17, c'est le jour où Patrice Emery Lumumba fut assassiné. Mais je devrais faire un rétro-pédalage pour parler aussi de Musée Laurent Désiré Kabila, qui fut également assassiné un certain 16 janvier 2001 dans son bureau où il travaillait. Alors, je vais scinder ou séparer le parcours de ces deux différentes personnes qui ont quand même marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, notre pays à nous tous. Parlons de Musée Laurent Désiré Kabila. Bon, je ne vais pas offusquer beaucoup de gens qui nous suivent depuis leur maison. Mais au moins, d'après moi, j'estime que, bien sûr qu'il a eu à lutter pour le Congo, qui s'est bâti quand même pour recouvrir une certaine liberté d'expression et autres. Mais je crois que la négociation de son combat n'a pas été bien préparée. Il a été dans le maquis, comme on les avait appris, il a été dans le maquis pendant autant des années pour préparer en fait sa rébellion, si je pourrais le dire ainsi, parce que ce n'était pas une prise de pouvoir pacifique comme à ce jour. Il a préparé sa rébellion pendant le maquis, mais ce que j'ai plus fustigé dans sa façon de faire, c'est les différents accords qu'il a eu à signer avec les différents partenaires. Et ces accords font souffrir le Congo jusqu'à ce jour. La venue de l'AFDL, on nous avait présenté cela comme étant de libérateur. Musée Laurent Désiré Kabila a été présenté comme le sauveur de la nation congolaise. Contre quoi? Contre la dictature du fait président Mobutu. Mais si nous rentrons un peu bien dans l'histoire, si nous revoyons un peu
comment est-ce que l'évolution du Congo, ou soit comment était l'évolution politique de l'ère, on pouvait déjà comprendre que vers les années 1990, l'élan de la dictature n'avait plus de force dans le monde. Plusieurs pays ou plusieurs dirigeants dictateurs s'est défait déjà à partir de 1990. Et d'où nous avions également vu que c'est à partir de cette même année où il y a eu l'instauration du multipartisme en RDC. Ouais. Ce qui veut dire que le pays avait déjà un élan du développement, un élan de l'évolution de la démocratie où les choses s'arrangeaient. Parce que Mobutu, dans son discours, l'a clairement dit qu'il était fatigué de sa façon de gérer. C'est-à-dire, il regrettait déjà d'une façon comment il gérait le pays. Il souhaitait alors partager la gestion et puis libérer l'expression à tout le monde. Donc, on quittait déjà le pont de la dictature pour aller vers la démocratie résultante. Et nous voyons 7 ans après, il y a eu la rébellion avec l'FDL accompagné de tous ses partenaires. Et vers les années 1997, où il y a eu la rébellion de l'FDL, on avait vu que le pays, malgré les gouffres dans lesquels il se trouvait après les différents pillages où la population a été instrumentalisée, l'FDL a pris le pouvoir après la rébellion. Alors on avait quand même un espoir. Mais il ne faut jamais oublier que lorsque vous signez des accords, ça va toujours vous poursuivre. Les accords signés, l'accord de l'Émirat, qui est le président honoré, l'héros du 17 janvier, avait signé avec ses partenaires rwandais et ougandais et l'ensemble des Occidentaux. C'est ce qui a englouti les pays jusqu'à ce jour. Dans ces accords-là, ils avaient prévu de céder une partie de la RDC auprès des pays frontaliers, notamment le Rwanda et le Burundi, pour sécuriser leurs frontières. Et d'où est venue même l'idée de la guerre. Jusqu'aujourd'hui, ils réclament toujours le respect des différents accords. Sans pour autant seulement parler de lui, parce que Kabila, le père, a eu à faire une part. Et Kabila, le fils, a encore plus enfoncé le pays. Dans le sens où il a eu à signer encore d'autres accords en 2009 avec les CNDP de Laurent Nkunda Battois. Et en 2013, on nous avait présenté une guerre, on nous avait présenté la réussite d'une guerre où le M23 a été chassé. Or, le M23 s'est retiré sur base des accords signés. Ouais. Et c'est ce qui réclament jusqu'à ce jour, que ces accords-là soient respectés. Donc, pour dire que les combats de notre héros du 16 janvier, le président honoraire Laurent Désiré Kabila, pour moi, ce combat-là a été mal négocié en amont. Pourquoi? Parce que cela a englouti le pays au lieu de nous libérer. Aujourd'hui, si le pays a du mal à se développer, pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie des recettes nationales qui part dans le fort de guerre, qui part dans l'achat de l'armement, dans la prise en charge des FARDC et tout, pour combattre ce qu'a été les erreurs du passé, des accords signés par le héros du 16 janvier. Voilà. Ouais. Il ne faut pas maquiller l'histoire. À l'euro du 17 janvier, rapidement. Donc, par rapport à l'euro du 17 janvier, c'est que j'ai donné mon point de vue. Donc, il a eu à mener un bon combat. J'ai quand même aimé la deuxième phase de son combat où il a quand même lutté pour que les envahisseurs ne puissent plus continuer à nous diriger. Mais déjà, tellement que ça a été mal négocié et nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Alors, parlons de Lumumba, qui est un des héros célébrés en République démocratique du Congo. Déjà, lui, bien sûr, bon, ils sont presque tous dans le même pan. Mais pour lui maintenant, je reconnais quand même le valeur démocratique qu'il prenait. Je reconnais quand même l'héritage qu'il a légué au peuple congolais, notamment son idéologie sur le nationalisme. Voyez, le nationalisme qu'il prônait en tant que leader africain, en tant que panafricaniste, il avait plus
l'amour, l'intérêt de la nation qui est des intérêts individuels ou mesquins. Oui. Donc, Lumumba, pour son égard, je sais que j'ai pu retenir de son combat, c'est l'idéologie qu'il prenait pour le Congo et pour l'Afrique. Et pour voir qu'il était vraiment un vrai leader, dans le vrai sens du mot, il a été reconnu partout. Les jours de sa mort, il y a eu des émeutes, des combats par-ci, par-là. Entre le blanc et même, il n'y avait plus de l'attente. Pourquoi? Parce que lui qui a mené un bon combat pour son pays a été tué comme un lâche. Les blancs et même les occidentaux nous ont scindés en interne pour dire à Moïse Tshombe que vous serez également président du Katanga, séparé, et puis il y aura de l'autre côté qui s'enganie. Ouais, les occidentaux ont voulu séparer les Congolais pour instaurer ce climat de méfiance pour que l'élan qu'avait le Congo puisse être détruit. Voilà. Ouais, donc ce que je pourrais dire par rapport à Patrice Emery Lumumba, les Congolais doivent retenir son idéologie. Et cela doit interpeller même le politicien d'aujourd'hui. Voilà. Lorsque vous parlez pour le Congo, il faut au préalable voir l'intérêt de la nation. Voilà. Il ne faut pas gérer pour vos intérêts mesquins. Aujourd'hui, nous voyons la plupart de nos politiciens font la politique de ventre. Où ils regardent en premier lieu leur ventre, leur famille, au lieu de voir en premier lieu le Congo. Donc lorsqu'on vous nomme ministre, dont la première idée qui vous vient en tête, c'est d'abord voler. J'aurai combien? Après, j'aurai combien? Je ferai comment pour voler? Donc ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation. Donc ils ont oublié les combats et l'idéologie de Patrice Emery Lumumba. Voilà, on va y revenir encore chez Archevêque Mabwete. Christian Kazadi qui est déjà là. Finalement, utilisateur, écrivez-nous, posez-nous vos questions par rapport à la journée d'aujourd'hui, par rapport à la journée d'aujourd'hui. Qui retenir du combat de Patrice Emery Lumumba? Christian Kazadi, alors, Christian Kazadi, ce que nous pouvons retenir de ces deux personnages en parlant de Patrice Emery Lumumba et de Laurent Désiré Kabila, les deux héros, tous deux de nationalistes. En premier lieu, bonjour et bonne année encore une fois de plus. Bonjour, monsieur les journalistes. Merci pareillement pour la fête du Nouvel An. À chaque fois que je passe ici, je suis très heureux parce que quand nous abordons de tels sujets, les gens nous suivent à la maison. Voilà. Ça aide les autres qui étaient dans l'ignorance de se réveiller et de comprendre qu'est-ce qui nous dérange réellement. Concernant nos deux héros, premièrement concernant Mouzé, j'ai rejoint mon ami qui est à côté, Archevin, quand il dit que le combat de Mouzé n'était pas bien préparé. L'ami a totalement raison parce que Mouzé avait eu beaucoup de temps à observer ce qui était comme notre réalité politique déjà en 60. 70, 80, jusqu'au début des années 90. Il connaissait, il maîtrisait tous ces parcours-là. Maintenant, comment lui qui maîtrisait tous ces chemins-là, pour arriver au pouvoir, avait choisi les armes? C'est déjà passé à côté de la plaque. Aller négocier des accords avec des rebelles pour vous aider à prendre le pouvoir. Maintenant, quand vous négociez des accords avec des rebelles pour vous aider à accéder au pouvoir, vous vous attendez quoi en retour? Parce que ces rebelles-là ne sont pas des Congolais. Parce que quand les présidents de ces pays-là, quand ils envoient leurs soldats aller combattre pour une cause qui ne les concerne pas, c'est qu'il y aura quelque chose en retour. Il fallait qu'ils soient conscients déjà de ces détails-là. Parce qu'on ne peut pas envoyer des militaires aller se battre et se faire tuer pour une cause qui ne les concerne pas. Parce que ça concernait les Congolais, les Aïwas. Ça ne concernait pas les Burundais, les Rwandais, tous les autres là. Déjà, quand ils demandaient de l'aide à ces gens-là, certainement, après, il y avait un retour. Alors, nous dire qu'il était surpris de ce qu'on lui demandait, des accords, non, c'est faux. Non, c'est faux. Il ne pouvait pas être surpris. Parce qu'en faisant appel à ces gens-là n'étaient pas venus pour rien. Nous vous aidons à accéder au pouvoir. En retour, vous nous donnez ça, ça, ça. Vous nous faites telle faveur, telle faveur. C'est comme ça. Alors nous dire qu'il était surpris, après il avait changé d'avis, non, 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 non.
Déjà, son combat, moi, je n'ai jamais approuvé. Ni son combat, ni sa démarche pour accéder au pouvoir. Mais quand même, il reste un homme. Même aussi, j'ai aussi un problème avec cette histoire de Évidemment. J'ai aussi un problème. Parce qu'il faut voir les parcours. Hein? Nous nous focalisons sur l'aspect de sa mort. Il a été tué pendant qu'il était en fonction. Mais tout ne commence pas là. Il faut voir son parcours. La manière dont il est arrivé au pouvoir, c'est ça qui compte. Vous voyez? Bon, les autorités ont décidé ce qu'ils ont décidé. Bon, on n'est pas là pour remettre en question cette histoire d'héros national. Mais avec Lumumba, c'est un autre parcours. C'est autre chose. Lumumba avait l'amour pour ce pays. Je dis même c'est l'un des rares politiciens africains qui portait vraiment l'amour de l'Afrique, le développement de l'Afrique à cœur. C'est ça la raison pour laquelle il a été tué. Parce que lui, il voulait une vraie indépendance. Pas une indépendance fictive, où on vous fait signer des papiers que vous êtes libre, après derrière, on vous met des bateaux dans les roues. Non, il voulait une Afrique libre, une vraie indépendance, une vraie autonomie. C'est ce qu'il voulait. Et malheureusement, bon, il était seul contre tout un système. C'est impossible. Alors, on a utilisé ses propres frères pour l'éliminer. On a utilisé les Tchombe, tout ça. Parce que déjà, à la base, les Belges n'étaient pas d'accord de nous octroyer l'indépendance. Ils n'étaient pas d'accord avec ça. Mais vu les forcing et les combats, vu l'impact de Lumumba, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter cela. Maintenant, ils avaient un jeu derrière. Ils avaient quelque chose qu'ils cachaient. Bon, nous vous accordons l'indépendance, mais nous vous enlevons la province la plus riche, qui était le Katanga. C'était déjà un plan. Le 30 décembre, l'indépendance. Le 11 juillet, Tchombe déclare la sécession au Katanga. Le 30 décembre, 11 juillet, c'est une affaire de 2 semaines. Comment expliquer ça? C'était déjà un plan. Nous vous accordons l'indépendance. Après, nous utilisons Tchombe pour la guerre de la sécession, pour qu'on vous retire la province la plus riche. C'était déjà un plan. Les Kalonji avec l'état d'Ikassa, c'était un plan concocté par la Belgique. Tout ça pour nuire au combat de Lumumba. Maintenant, pendant cette période-là de la sécession, il s'est rapproché un peu en demandant de l'aide aux soviétiques, vu le contexte de l'époque, parce que nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS. Maintenant, quand Lumumba se rapproche des soviétiques pour demander de l'aide militaire, pour mettre fin à cette sécession-là, c'est ce qui a signé son arrêt de mort. Parce que les États-Unis ont vu cet acte-là d'un très mauvais œil. Que Lumumba se rapproche des soviétiques. Parce que si l'URSS s'alliait à la RDC, ça allait donner une autre réalité. Parce que déjà, nous savons tout ça. Derrière la France, il y a les États-Unis. La France ne dit pas le contraire de ce que disent les États-Unis. Alors, ces rapprochements de Lumumba aux soviétiques avaient causé du tort. Alors, ils ont orchestré son assassinat en utilisant les Mobutu, ses autres compatriotes de l'époque. Et aussi inconscients, ils ne comprenaient rien à cette époque-là. Ils ne faisaient qu'obéir aux injonctions. Alors ils ont facilité les Américains et les Belges pour aboutir à l'assassinat de Lumumba. Voilà. Alors, ingénieur avant, nous pouvons prendre une image à l'arrivée du relique de Patrice Emery Lumumba. Il fallait attendre beaucoup des années pour participer à son funérail. On va vous faire revivre et ce qui a été lorsqu'il y a eu l'arrivée de son relique. Et puis nous allons revenir un peu pour continuer avec les intervenants qui sont sur ce plateau. Dans l'intimité familiale. Persécuté pour la justice, Matthieu 5:10. Accorde à ton serviteur le repos éternel. Tu es mort la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de ton pays. Plus de 60 ans après, je te réponds enfin pour te dire que ton retour à la maison, les honneurs que tu reçois ici,
sont une page de l'histoire que tu continues d'écrire. Vous êtes pour nous, nationalistes congolais, et pour les peuples progressistes disséminés ailleurs dans le monde, le symbole de la lutte pour la liberté, l'indépendance et la souveraineté des peuples. C'est seulement après avoir dit la vérité, après avoir établi les responsabilités des uns et des autres, que nous pourrons ensemble, Congolais et Belges, entamer l'étape déterminante du pardon, de la justice et de la réconciliation véritable et définitive. De revivre, hein, c'était le 30 juin 2022, l'arrivée du relique de Patrice Emery, Lumumba Archevêque Mangwete. Nous venons de suivre cette vidéo. On avait assisté à une pièce de théâtre. On avait saccagé son mausolée. Il n'y avait plus le relique. Du coup, on a vu le relique, mais pas une enquête à sachant quelles sont ces personnes et qui ont voulu cela. Et en même temps aussi, parlons de l'histoire de notre pays. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont lutté pour l'indépendance de notre pays. Mais pourquoi seulement Lumumba? Pourquoi seulement le mouvement national? En fait, qu'est-ce que représente Lumumba par rapport à cette lutte de l'indépendance de la République du Congo? Vous êtes intellectuel. Merci une fois de plus pour la parole accordée. Parlons de ceux qui se sont battus quand même pour ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui. Lumumba n'est pas seul. Okay. Kabila également, le père n'est pas seul. Bon, ce ne sont pas seulement ces deux personnes qui se sont battues pour l'indépendance, soit pour ce qu'est devenu le Congo aujourd'hui. Mais j'estime bien que ce qui a eu à retenir l'intention de gens sur eux, c'est leur façon de se conduire. Bon, je serai un peu en déphasage avec les autres, dans le sens où 5 minutes, hein, pour Laurent Désiré Kabila, je crois que c'est plus son fils qui a voulu reconnaître cette valeur auprès de son père. Parce qu'un Congolais objectif, sachant bien tout ce qui a été passé, ou tout ce qu'on a vécu, ou tout ce qu'on est en train de voir après l'arrivée de l'FDL, ne fera pas de Laurent Désiré Kabila héros. Là, je le sais. Mais comme ce sont des histoires déjà passées, on le laisse ainsi en fait. Pour Lumumba, il n'était pas seul. Déjà, le jour de sa mort, il était accompagné de deux autres compatriotes. Oui. Donc, eux aussi sont quand même reconnus à titre posthume à un certain niveau. Ils sont aujourd'hui élevés au rang de héros Lumumba et Kabila. On ne peut pas aussi avoir plusieurs héros. Pourquoi? Parce que ça fera de fêtes inutiles. Chaque jour, chaque journée où on célèbre un héros quelconque, il y a un jour férié, il y a de paiement et autres journées fériées, chômées et payées. Vous voyez? Donc ce sont des pertes pour la nation. On a encore besoin de plus travailler, donc on ne peut pas ajouter plus de gens pour dire que c'est ici héros, c'est ici héros. Non, c'est pas comme ça. Pour être héros, il faut qu'on puisse connaître en vrai votre parcours. Comment vous vous êtes bâti et qu'est-ce que vous avez légué pour le Congo, qu'est-ce que vous avez fait pour la RDC. C'est sur base des critères objectifs qu'on pourrait dire que non, cette personne mérite d'être héros. C'est pas parce que vous étiez opposant pendant si c'est autant des années directement à votre mort, vous devenez héros. Oh, quand même. C'est aberrant, c'est absurde. Okay. Donc, du côté de la reconnaissance de cette valeur-là, il faudrait vraiment qu'il y ait des critères objectifs où on sait que telle personne peut être reconnue en ce sens et puis ça ira mieux. Concernant la deuxième question, sur la profanation de la tombe de notre héros, Lumumba, c'est parmi de bêtises que je ne peux pas tolérer pour le régime en place. Bien sûr que je soutiens la vision
le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais ceux qui l'accompagnent devraient l'aider quand même à relever aussi le défi énorme, à relever également et puis à arriver à la terme de sa vision. Le président Fachi s'est bâti pour que cet don puisse rentrer ici en RDC. Il s'est bâti, parce que c'est né qu'en 2022, depuis qu'ils ont commencé à en demander, c'est né qu'en 2022 où il y a eu des vrais pourparlers qui ont abouti à la reprise de cette don, de cette relique. Et puis il y a eu toute une cérémonie officielle pour ça, où l'argent du contribuable congolais a été sorti, dépensé pour honorer notre euro. Et ils ont choisi un endroit mythique pour placer sa relique. Ou à l'échangère. Donc en plein centre-ville, dans la capitale, un endroit qui est aussi quand même mieux sécurisé parmi tant d'autres. Ou pour accéder, donc il faut des contrôles et tout. C'est pas un passage où on pourrait dire que les gens passent facilement, c'est pas une avenue quelconque. C'est un endroit bien sécurisé où il y a le monument de la RDC. Et dans cet endroit-là, on a voulu accentuer encore l'histoire en mettant la relique de Lumumba. Mais comment un certain, si c'est 17 novembre, je crois bien c'est 16 ou 17, la nuit là, les gens, les badauds, les malfrats arrivent et calmement ils ont détruit le verre, ils ont détruit le mausolée, ils ont pris là-dedans et puis partir avec. La sécurité, il servait à quoi en fait? Tout ce monde-là, il servait à quoi? Et puis, depuis qu'on nous a promis des enquêtes, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas l'issue des enquêtes. Et si je pourrais le rappeler en tant que juriste, cet acte-là de vandalisme en droit, cela est réprimé. Ceux qui sont à la maison peuvent lire l'article 111 du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais qui est révisé, modifié à ce jour. Donc ce décret a prévu la sanction pénale à l'égard de tout le monde ou toute personne qui va profaner ou saccager une tombe d'une personne. Donc c'est une infraction publique. Sans la plainte de la victime, le ministère public est censé enclencher la poursuite judiciaire, l'instruction préparatoire. Donc le ministère public doit nous dire, comme ils avaient ouvert les enquêtes, ce qui s'est passé réellement. On ne veut pas ces aventures, ça ne doit pas continuer à chaque fois qu'il y a des habits qui ternissent l'image du pays et puis on laisse passer comme si de rien n'était. Non, on ne peut pas continuer de cette façon. Les partenaires, ceux qui sont à l'extérieur, ne nous prendront jamais au sérieux. Pourquoi on s'est battu alors pour récupérer là-dedans si on savait qu'on va les négliger après et puis tout et tout. Moi j'ai donné totalement raison à ces enfants à ce jour qui ont refusé qu'il y ait des cérémonies. Ils ont refusé, c'est normal parce que le pays ne semble pas protéger le valeur. La don de Lumumba fait partie de l'histoire de notre pays. Nous là qui n'étions pas à l'époque là, on sait quand même voir que parmi des gens qui se sont battus pour l'indépendance, il y a Lumumba qui est là et puis on n'a pas vu son corps bien que ça a été incinéré et tout comme on nous les avait dit, parce que la vraie histoire n'a jamais été révélée sur les circonstances de sa mort. Mais on nous a dit qu'il a été assassiné et puis incinéré dans l'acide et tout. Mais quand même là-dedans qui était resté, qui représente quelque chose, on devrait quand même le respecter. On devrait avoir quand même ces respects-là de mort, hormis d'abord le respect de valeur de la République, mais quand même le respect des morts. On doit les conserver, l'observer en toute quiétude. C'est pas de la façon que ça s'est passé là, où on a saccagé sa tombe, on a profané sa tombe, on nous a promis des enquêtes et là-dedans, j'ai appris que ça a été retrouvé, je ne sais même pas. Et aujourd'hui, on veut encore célébrer, pourtant, l'analyse ou les enquêtes n'ont jamais été révélées. Ceux qui sont ou qui ont été à la base de cet acte-là, non, on ne peut pas continuer de cette façon. Donc voilà, moi vraiment, je suis contre cette façon-là de faire. J'ai donné totalement raison à la famille de Lumumba qui ont refusé qu'il y ait des cérémonies
tant que les enquêtes ne sont pas révélées. Voilà, finalement, météosateur, sur certains vous attendez de comprendre, Mouna, c'est qu'on est en train de se dire maintenant, là, finalement, météosateur, et déjà, je retourne encore un peu plus du côté de Christian Ankazadi. Encore une fois de plus, l'histoire le sait très bien. Patrice Lumumba a été dans les fronts, Patrice Lumumba a été dans les fronts, dans le combat pour avoir l'indépendance. Mais quand même, pourquoi c'est celui qui doit être au-dessus de tout? Est-ce que sa lutte était beaucoup plus noble que les autres? Ou soit l'histoire n'a pas été bien écrite? Là, c'est la première question. Et par rapport toujours à ce que je pose aussi à Archavin Mangouete, par rapport à la profanation de sa tombe, on a fait des efforts, comme Archavin Mangouete l'a dit, on a dépensé l'argent du trésor public, mais au finish, on n'y arrive pas à bien conserver ce qu'on avait fourni comme des efforts. Bon, concernant la première question, même quand nous lisons l'histoire, on retient les noms des leaders. Vous comprenez? Même quand vous lisez l'histoire des États-Unis, Abraham Lincoln, tout ça, avec l'abolition de l'esclavage. Mais Abraham Lincoln n'était pas le premier président à aborder ces sujets-là, de l'abolition. Avant lui, il y avait d'autres. Vous comprenez? Mais c'est lui qui avait porté cette vision-là jusqu'à l'abolition. C'est lui le leader de cette histoire-là. Vous comprenez? Donc on retient les noms des leaders. Mais derrière ces leaders-là, ils avaient des compagnons. Avant ces leaders-là aussi, d'autres avaient porté ces idées-là. Donc c'est un peu de cette façon-là. Lumumba n'était pas seul, oui, là nous le savons tous. Il avait des compagnons et avant lui, d'autres personnes portaient aussi cette vision-là. Mais sauf que c'est lui qui a matérialisé cette vision-là, qui nous a donné l'indépendance. Donc c'est un peu ça. Concernant la deuxième question, on est tous écœurés par cette situation. Déjà moi je commence par la commission d'enquête belge. Une commission d'enquête parlementaire belge vers l'an 2000. Tout commence par là. Parce que c'est dans cette commission parlementaire belge, en l'an 2000, que le gouvernement belge, les autorités belges avaient reconnu leur implication dans l'assassinat de Lumumba. Je crois que la conclusion des enquêtes a été rendue publique en 2002, entre 2002 ou 2001. C'est dans cette commission-là que ça a été conclu que le gouvernement belge avait activement participé à l'assassinat de Lumumba. Et c'est pendant cette période-là que l'ancien militaire, celui qui détenait la dent, la relique de Lumumba, c'était un militaire. Il était parmi les militaires belges présents quand on tabassait Lumumba. Et lui, il avait gardé la dent comme souvenir. C'est pendant cette période-là qu'il s'était prononcé. 2000, 2001, 2002. Après, nous arrivons en 2021, 2022, nos autorités ont eu des pourparlers avec le gouvernement belge concernant la restitution de cette relique-là ici. Bon, déjà, premièrement, d'après moi, on ne pouvait pas recevoir ça de cette façon-là. Il fallait d'abord qu'il y ait des vraies poursuites. Déjà, pourquoi vous avez tué Lumumba? Les autorités belges ne nous ont jamais répondu à cette question-là. Pourquoi il a été tué? Vous acceptez que vous avez participé à son assassinat, mais après, quelles sont les responsabilités? Parce qu'il y a eu mort d'homme. Vous ne pouvez pas venir, bon, nous on a participé, après il n'y a rien. Non, il faut une suite derrière. On a banalisé tout ça, nous avons pris la relique, après on a organisé les obsèques. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est un manque de respect. Parce que vous ne pouvez pas traiter avec les États-Unis, oh non, vous voyez, tel militaire américain qui était mort pendant telle guerre, c'est nous qui l'avons tué. Après, c'est rien du tout. Non. Après cet aveu-là, il faut des sanctions. Les sanctions doivent suivre. Parce qu'il y a la perte d'un être humain. Nous, on a accepté tout ça, on a organisé les funérailles. Cette tombe-là représentait beaucoup pour nous. Déjà, sur le plan de l'histoire, ça représente beaucoup. Parce que l'histoire ne doit pas seulement être enseignée, mais aussi vécue. On étudie Lumumba, bon. Où est-ce qu'il a vécu? Nous allons à Kisangani, voilà, il est né ici. Tous ces endroits-là où il a vécu, ça doit être des musées. Si vous allez en Afrique du Sud, les gens visitent la prison de Mandela. Vous pouvez imaginer ça. Les gens payent pour visiter la prison. Les gens payent pour visiter la maison de Mandela. Tout ça, ça contribue à l'histoire. Un enfant sud-africain qui étudie Mandela
il va très bien maîtriser son histoire. Par rapport à un Africain qui étudie l'histoire d'un Sankara seulement sur le papier. Mais il ne palpe pas du doigt l'existence de Sankara. Vous comprenez? Donc cette tombe-là représentait beaucoup. On étudie Lumumba, mais on doit aussi voir là où il est enterré, même si ce n'est pas son corps en entier qui est là, mais une représentation de son corps est là. Maintenant, on se réveille un matin comme ça, nous voyons dans les journaux des individus qu'on ne connaît pas, saccagent la tombe, et puis il n'y a rien. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Dans un État, prenez l'exemple des États-Unis. Est-ce que vous savez qu'il y a un président américain qui avait démissionné à cause d'une histoire d'espionnage? Je crois que c'est Richard Nixon en 77. Il y avait des jeunes garçons qui ont allé placer des caméras dans un siège d'un parti politique démocrate. C'est le scandale de Watergate, je crois. C'est ça, Watergate. Et Watergate, c'est un immeuble, et dans l'immeuble abrite le siège d'un parti démocrate. Et une nuit comme ça, on prend des jeunes garçons, on les envoie là-bas pour aller placer des caméras, pour espionner tout ce qui s'est passé là-bas. On arrête ces gens-là, on commence à questionner ces jeunes garçons-là. Et au fur et à mesure que l'enquête progressait, on se rend compte que beaucoup de conseillers du président américain étaient cités dans cette histoire. Le président, voyant l'élan où évoluait l'enquête, pour éviter une destitution au Congrès, il a démissionné. Voilà des pays sérieux où l'enquête aboutit à la démission d'un chef d'État. Maintenant, nous nous réveillons, on a saccagé la tombe de Lumumba, après il n'y a rien. Après il n'y a rien. Les gardes qui restent là-bas, ils étaient où pendant tous ces désordres-là? Parce que déjà pour sauter, escalader la clôture, pour entrer, commencer à saccager les histoires, ça fait quand même du bruit. Voilà. Toutes ces gardes qui sont là-bas, ils étaient où? Ils dormaient peut-être. C'est pas sérieux. Hein? Voilà. C'est pas sérieux. On détruit comme ça, après il n'y a rien. Il y a des enquêtes, oui, mais jusque-là, hein, rien n'avance. C'est pas sérieux. Voilà. Ce n'est pas sérieux. Spécialisé janvier, 64 ans après. Que retenir du combat de Patrice Emery Lumumba? C'est ça la question. On va prendre votre vidéo de l'un des discours de Patrice Emery Lumumba. Une fois qu'on revient, nous allons maintenant répondre à ces questions. Nous allons commencer toujours avec Christian Kazadi et puis on finit avec Archevêque Mangouete par rapport à cette question de la thématique juste après cette vidéo. L'histoire de notre République, afin que la paix soit immédiatement rétablie. Je me permets de vous présenter à tous, correspondants et membres de la presse internationale présente aux Nations Unies, le Premier ministre du gouvernement de la République du Congo, M. Lumumba. Représentant de la presse, c'est avec plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies, lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République afin que la paix soit immédiatement rétablie. Parce que tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Le rétablissement de l'ordre et de la paix au Congo est conditionné au retrait de ces troupes. Je vais vous faire un tout petit exposé parce que je préfère répondre plutôt aux questions que vous vous posez. Nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial, pour faire du Congo un continent libre, un pays indépendant.
Notre politique a toujours été basée sur la non-violence. Et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Et malgré les brimades, des arrestations arbitraires, des condamnations, et nous ne sommes jamais découragés. Le 30 juin, nous avons accédé à la souveraineté internationale. Le 1er juillet, aucun cadre n'était aux mains des Africains. L'administration, la police, l'armée, tout et absolument tout. Et à 100%, c'était encore aux mains des seuls fonctionnaires belges. Le mécontentement ne pouvait pas tarder. C'est alors que les militaires ont exigé des réformes dans l'armée. Bien avant l'accession du pays à l'indépendance, nous avons à 3 reprises demandé au général Jean Sès, commandant en chef de la force publique, pour qu'il nous fasse un plan d'organisation et d'africanisation de l'armée. Aussitôt que ces événements sont intervenus, nous sommes allés moi-même, les chefs d'État et moi, dans les camps militaires, dans les Bas-Congo, à Téziville, à Matadi, à Banane, à Mwanda, à Boma, pour examiner sur place la situation et procéder à des nominations des Congolais. Et quand nous sommes arrivés à Matadi, nous étions accompagnés du ministre de la Justice. Et nous avons donné des instructions précises aux magistrats belges d'ouvrir immédiatement une enquête. Le consul général nous avait signalé que des femmes blanches auraient été inquiétées dans leur dignité. Et nous avons dit que si réellement des actes inadmissibles avaient été commis, que ce soit à l'égard des femmes blanches, des Européens comme des Africains, le gouvernement et la justice devaient prendre immédiatement des mesures. Parce que notre gouvernement doit l'indépendance que nous avons conquise par notre lutte signifie simplement que nous devions disposer de nous-mêmes et construire notre patrie dans la concorde, dans la collaboration. Vraiment très bel discours du Patrice Emery Lumumba. Nous retenons sur ce plateau, 64 ans après, que retenons du combat de Patrice Emery Lumumba. 5 minutes à Christian Kazadi et aussi à Archavin. Vous pouvez déjà répondre par rapport à cette question. Bon, par rapport au discours. Par rapport au discours, par rapport à cette question aussi également. Bon, nous, ce que nous retenons de Lumumba, c'est l'amour de la patrie, servir le pays. C'était les causes qu'il défendait. Et nous, aujourd'hui, bon, malheureusement, la classe politique qui a suivi le Lumumba, tout ça, comme l'a dit mon débatteur, ils n'avaient pas très bien compris l'essence du combat. Parce que on voit la manière dont Lumumba a été tué et connaissant les raisons pour lesquelles il a été tué, tous ceux qui sont venus après devraient s'accaparer de cette lutte-là et matérialiser, concrétiser ce que Lumumba n'avait pas eu le temps de concrétiser. Maintenant, ils sont venus et ils ont suivi ces mêmes mouvements-là. Être exploités par les Européens, être des préfets de discipline de la France-Afrique, des Américains. C'est ce qui nous amène à la situation que nous traversons aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Lumumba, il tenait vraiment à ce que le continent soit développé. Nous avons écouté ce qu'il a dit pendant son discours. Ce qu'il a dit à New York, c'est presque les mêmes discours qu'il avait tenu le 30 juin. Parce qu'à la cérémonie de l'indépendance le 30 juin, d'après les protocoles, ce n'était pas prévu que Lumumba prenne la parole. D'après les protocoles, ce n'était pas prévu qu'il prenne la parole. C'était d'un côté le roi belge, roi Baudouin, et d'un côté Kassafou.
le roi belge fait son discours, Kasavubu fait aussi son discours, après c'est fini. Okay. D'après les protocoles, ce n'était pas prévu qu'il prenne la parole. Mais pourquoi il avait pris la parole? Parce qu'il avait observé le discours de Kasavubu, que Kasavubu faisait beaucoup d'allégeance à la Belgique. C'est comme si c'était un cadeau. Il remerciait le roi Baudouin, il remerciait la Belgique. Lumumba s'est dit, mais non, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas un cadeau. Hein? Ce n'est pas un cadeau. Il a rédigé son discours sur place. Et il a fait tout pour passer et parler. Nous connaissons tous ces discours où il disait que on était fouettés matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Vous voyez déjà l'envie et les soucis qu'il avait pour son pays. Normalement, ce n'était pas prévu qu'il prenne la parole, mais il était forcé de parler parce que Kasavubu faisait beaucoup d'allégeance à la Belgique. Nous remercions les rois belges, tout ça. Non, 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 non. Ce n'est pas... Pourquoi remercier quelqu'un pour une lutte que vous avez méritée? Ce n'est pas un cadeau. C'est votre combat qui a abouti à cette libération-là. Pourquoi dire beaucoup de merci, tout ça, tout ça? Lumumba est venu et il a rétabli les choses. Vous voyez cette envie-là de se battre, de vouloir les changements pour son pays, c'est ce que nous retenons de lui. Ouais, donc c'est un peu ça. Voilà, c'est ce que nous retenons de lui. Alors, archevêque Mangwete, je reviens vers vous. Emmanuel Mouna, où êtes-vous, cher ami? C'est peu nous travaillons, s'il vous plaît. Alors, archevêque Mangwete, la même question revient à vous par rapport à la lutte de Lumumba, 64 ans après. Que retenir du commandeur Feu Patrice Emery Lumumba? En fait, comme je l'avais dit dès la genèse de mes propos dans cette émission, que le combat de Lumumba, ce que les Congolais devraient retenir de cela, c'est plus son idéologie. Donc, le nationalisme et le panafricanisme. D'abord, le nationalisme parce qu'il avait l'amour du Congo, tant que nation, qu'on puisse évoluer en toute unité, en toute laïcité et puis en toute démocratie. Vous voyez, il les prenait déjà. Et puis, tant que panafricaniste, il aimait l'évolution de l'Afrique tout entière. Voilà. Ouais, il ne scindait pas de part. Parce que si vous lisez bien l'histoire, vous verrez que cet amour-là, il l'a développé après qu'il soit de retour de l'Accra au Ghana. Ouais, là où il avait rencontré Kwame Nkrumah et puis lorsqu'il est rentré, et c'est alors qu'il a organisé le vrai meeting populaire où il a eu à demander directement l'indépendance de la RDC. Ouais. Donc ce que les gens devraient retenir, c'est cet amour-là pour le pays. Mais ce que je fustige un peu également, est que nos vieux, nos aïeux et le père de l'indépendance, j'estime qu'ils étaient un peu pas trop pressés, mais n'avaient pas aussi beaucoup de préparation. Parce que si vous lisez aussi bien l'histoire de lui-même, Lumumba, il a été incarcéré pour le détournement. Voilà, à Kisangani, il était incarcéré pour détournement. Et donc, il avait des beaux discours pour l'indépendance du pays, mais il ne préparait pas la vraie gestion du pays après l'indépendance. Vous voyez? Donc, nos pères de l'indépendance ont demandé l'indépendance de la RDC sur le plan politique, mais pas sur le plan économique. Et la réalité était que lorsqu'on avait la loi fondamentale de 17 mai ou avril, je crois bien, cette loi-là prenait plus l'indépendance politique et économique. Et ce qui avait fait que la gestion de plusieurs sociétés de chartes qui étaient en RDC était encore sous la gestion de Belge. C'est ce qui a même conduit Mobutu vers les années 71, 73, 75 à prendre la zérianisation, la radicalisation et puis la rétrocession et tout. Donc nos autorités n'étaient pas en fait préparées à gérer normalement le pays. Et c'est ce qu'on est en train de voir les résultats de ce jour. Alors, si nous devrions essayer de copier ce qui a été de mieux auprès de nos différentes autorités qui ont succédé dans la gestion de la chose publique, on devrait plus voir les bons côtés de leur passage. Donc pour Lumumba, les politiciens actuels devraient copier le nationalisme. Donc l'amour du Congo, qu'on puisse changer quand même la donne.
qu'on ne puisse pas continuer dans la même bêtise ou qu'on ne puisse pas seulement voir les intérêts mesquins, les intérêts individuels, qu'on puisse voir également l'amour du Congo. S'il devrait également copier parmi ceux qui ont dirigé le Congo, pour la part de M. Kasavubu, que les politiciens actuels puissent copier quand même sa franchise, sa bonne gestion. Lorsqu'il partait dans des missions et tout, à son retour, il remettait le reste dans la caisse. C'est ce qu'il l'a fait, non? Mais c'était une seule fois. Nous, on veut que ça soit continuel. On ne veut pas de match vu. Ouais. Donc, on doit essayer de copier auprès de chaque leader des bonnes idées qu'ils avaient pour qu'on puisse avancer le pays. Hormis Kasavubu, si les politiciens actuels devaient copier quelque chose auprès de Mobutu, c'est sa vigueur. Vous voyez, son combat pour l'unité également du pays, parce que Mobutu également luttait pour que le Congo soit uni. Et vous allez même vous rappeler de sa majestueuse phrase où il avait dit « Nous sommes prêts de conclure même des accords avec les diables pour que le Congo puisse rester uni. » Donc, ces points-là, les autorités actuelles doivent se battre, quel que soit le cas, quel que soit ce qui doit se passer, le Congo doit rester uni. L'Est de la RDC, quel que soit ce qui se passe, ne sera jamais balkanisé. C'est ce que les gens doivent mettre en tête. Et l'ensemble de la population, hormis les politiciens, l'ensemble de la population doit se battre pour que le Congo puisse rester uni. C'est vraiment un message à l'égard de tous. Et s'il devrait copier aussi quelque chose auprès de Laurent Désiré Kabila, tant que leader, qu'il puisse au moins copier également sa franchise auprès des partenaires. Parce que ce qui a pu causer sa mort, c'est lorsqu'il a voulu maintenant saboter les accords qu'il avait signés et puis prôner l'intérêt du Congo d'abord. Donc vous voulez acheter des minéraux, venez, on discute table sur table. Vous voulez avoir quelque chose, quoi que ce soit, venez, on discute avec nous directement, pas aller contourner le chemin pour voir le Rwandais et autres. C'est de cela qu'il a été tué. Donc les Congolais doivent aussi copier ces bons côtés-là de sa personne. Donc ne jamais trahir le Congo. C'est sa phrase magique qui est restée jusqu'à ce jour. Et pour Kabila le fils, si les Congolais devraient copier de son passage, c'est quand même le côté aussi l'unification quand même, parce qu'on sait que lui, lorsqu'il avait pris le pays était divisé. Il y avait des guerres de rébellions partout, Équateur, Est, MLC, RCD. Quand même à son jeune âge, à 29 ans qu'il avait pris le pouvoir, il s'est quand même battu pour réunifier encore le Congo. Donc on doit copier auprès de chaque leader quelque chose de bon de son passage. Et donc moi je dirais, pour le compte de Patrice Emery Lumumba, nous avons quand même cet honneur là de pouvoir le célébrer tant qu'héros, bien qu'il est une personne, et puis dans chaque combat il y a toujours des erreurs. On reconnaît que dans son combat il y avait des erreurs, mais qu'on ne puisse pas copier les erreurs, mais qu'on puisse copier les bons côtés, la bonne façon de faire, l'amour du pays qu'il avait, pour qu'on puisse relever le pays. Parce qu'à ce jour, on ne peut plus demander aux Belges de rentrer diriger le Congo. Parce que le Congo à l'époque, je me souviens bien, en tant que juriste, ce qu'on nous a dit, il n'y avait qu'un seul docteur en droit, c'était le docteur Etienne Tshisekedi. Mais aujourd'hui, on ne sait pas si on peut compter combien. On a des intellos. Il n'y avait que 6 lettrés. Même ça aussi. Peut-être que c'était aussi faux. Bon, on ne sait pas. Il n'avait pas défendu la thèse. C'est ce qu'on nous a dit. C'était faux. Donc, aujourd'hui, le Congo a une classe intellectuelle immense. Donc des gens qui peuvent réfléchir pour la bonne gestion de la RDC. Mais ce qu'on doit maintenant faire est qu'on doit réfléchir pour que la réflexion puisse bénéficier à la RDC au lieu que cela puisse bénéficier seulement à nos intérêts mesquins. La plupart de nos profs actuellement, je ne vais même pas en parler parce qu'ils font la honte. Vous voyez une personne qui soutenait telle chose avant parce que c'était tel régime, et après il change directement de position, oubliant même son apostolat scientifique. Pourquoi? Parce qu'on lui a présenté des billets de banque. Pourquoi? Parce qu'il veut conserver les gagne-pain, s'enrichir et tout. C'est ça le mauvais côté qu'on doit refuser. Donc les scientifiques,
ceux qui cogitent pour le pays doivent cogiter pour le bien-être du pays. Voilà. Donc pour la bonne évolution du pays. Et là, je vois même le professeur, mon professeur Papi Kimwanga, avec le parti DBC, où il prône quand même le bien-être social des Congolais. Voilà. Alors, fidèlement, téléspectateurs, on doit maintenant se poser des questions avant de prendre cette vidéo. Aujourd'hui, il y a plusieurs partis politiques, lumumbistes. Nous, on est des lumumbistes. Nous sommes nationalistes. Est-ce réellement vous reflétez l'image du combat de Patrice Emery Lumumba? Est-ce réellement votre parti a une lutte qui est noble, ou soit ce sont de luttes en forme de parti mallette, en courant derrière des partis à chercher d'unité avec des partis au pouvoir pour chercher quand même des biais de débat, ou réellement vous êtes là pour un combat qui est noble? C'est ça aussi la question qu'on doit se poser sur certains peut-être et que certains vont en finir avec ça. Plusieurs partis lumumbistes, plusieurs personnes aussi qui se disent que non, je suis un lumumbiste, je suis un nationaliste. Vous comprenez, fidèlement, mes téléspectateurs? On va prendre d'abord cette vidéo, le discours de l'indépendance. C'est en retournant qu'on va chuter avec ces très béton chination. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'entente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons d'égal à égal, ni les Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons mélangé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous-mêmes, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliant esclavage qui nous était imposé par la force. Ce qui fit notre sort à 80 ans du régime colonialiste, nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions les chasser de notre mémoire. Quand nous avons connu le travail harassant, exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservés aux seuls blancs. Nous avons connu que nos terres furent spoliées au nom des textes prétendument légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir, accommodante pour les uns,
cruelle, inhumaine pour les autres. Nous avons connu les souffrances atroces des relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Nous avons connu qu'il y avait dans les villes des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs. Que nous n'étaient admis dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins européens. Que nous voyageait à même la coque de péniche, au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les fusillades où périrent tant de nos frères. Les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous en avons profondément souffert. De retour fidèle, aimables téléspectateurs, nous venons de suivre le discours de Patrice Emery Lumumba, parce que nous avons vécu ce qui a été en ces moments-là. Nous tournons directement. Emmanuel Mouna, il fallait que tu sois là pour nous aider sur le plateau. Je tournais l'émission sans caméra sur le plateau, Emmanuel Mouna, s'il vous plaît, cher ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Archevêque Mawete, vous le savez très bien, c'est très bel discours de Patrice Emery Lumumba. Pouvons-nous être fiers aujourd'hui d'être appelés un pays indépendant par rapport à cette lutte de Patrice Emery Lumumba ensemble avec les autres? Et en même temps aussi, avant de demander la vidéo, j'ai épinglé une problématique par rapport à ces problèmes d'être lumumbiste, de parti lumumbiste. Vous pouvez répondre par rapport à ces deux questions. Par rapport à la première question, s'il faudrait être fier à ce jour du discours de Patrice Emery Lumumba prononcé le 30 juin 1960 à l'occasion de l'indépendance, moi je dirais les discours ce n'est pas vraiment ça le problème. Mais le problème c'est son interprétation auprès de ceux qui les ont écoutés. Parce que Lumumba étant nationaliste, dans son discours, il a prôné en quelque sorte l'amour du Congo. Voilà. Mais il a eu à décrier toutes les mauvaises circonstances vécues pendant la période coloniale. Lumumba étant nationaliste, dans son discours, a révélé en fait les souffrances vécues par les Congolais. Il ne faut pas l'oublier, depuis le partage de l'Afrique en 1885, la création de l'État indépendant du Congo, et puis le fait de couper les Congolais de main pour les caoutchoucs avec l'instauration de l'impôt des décapitations, où il faudrait aller travailler pour amener le VA. On vous a fixé un quota au cas où vous n'arrivez pas à arriver à votre quota fixé, on vous coupe les mains et tout et tout. Donc il y a eu des atrocités commises pendant la période coloniale. Et dans les discours pendant la cérémonie de l'indépendance, les premiers à parler c'était bien Kasavubu. Mais dans son discours, je dirais comment, il embellissait en fait, il remerciait le Belge comme si c'était un cadeau et tout et tout. Et Lumumba a vu que non, ce n'était pas ainsi. Pour avoir cette indépendance, on s'est battu. Voilà. Il y a eu du sang qui ont coulé. Alors, si nous partons seulement dans ce sens de montrer les bébés auprès de Belges, ça ne va pas. On doit leur dire des choses clairement. C'est pour ça qu'il a dit clairement que cette indépendance n'est pas un cadeau de la Belgique. Cette indépendance est ici à la suite d'un combat de tout un peuple contre les mauvaises pratiques, contre les souffrances vécues pendant la période coloniale. Voilà. Le vrai problème de ce discours était son interprétation. Pour nous les Congolais, pour les Congolais de l'époque, ils avaient acclamé Lumumba. Que non, il avait dit vrai, des réalités qu'on voyait, des souffrances qu'on avait vécues pendant
pendant la période coloniale. Mais pour le Belge et ses partenaires, c'est-à-dire l'ensemble des Occidentaux et autres, ils avaient vu cela comme étant un affront, comme étant un combat que Lumumba lançait directement les gars de Roi Baudouin parce qu'il était sur place. Et vous avez vu dans les images, il regardait et tout cela était étonné, il était estomaqué, donc il ne s'attendait pas à un tel discours qui devrait leur dire des vérités en face. Ouais. Donc moi, étant Congolais, je dirais, je suis fier quand même de Lumumba parce que dans sa lutte, on a quand même eu l'indépendance qu'on en a aujourd'hui. Mais il ne fallait pas également précipiter les choses parce que sur base de son discours, quelques jours après, il y a eu déclaration de la sécession au Katanga. Il y a eu mutinerie dans l'armée où on a vu chaque portion de l'armée se retrancher et tout. Nous, on ne veut plus ceci, on fait des dirigeants noirs et tout. Donc, Lumumba a mené un combat, mais qui n'a pas été assez préparé. Après l'indépendance, l'après-indépendance n'était pas prévu. Ils avaient eu ça prévu d'en avoir, oui, on l'a acquis. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire de cela après? C'est là où était le problème. Donc, les discours étaient bien faits, mais l'interprétation était mal. Et puis, c'était un peu... Il manque, en fait, de préparation. Et ce qui a mené le pays dans la chute. Par rapport à la deuxième question, pour le multipartisme là, qui se dit d'être des lumumbistes, il y en a quand même, il y a aussi un parti phare qui vraiment a même donné l'intitulé parti lumumbiste, on le connaît par nous, et tant d'autres qui prônent être des lumumbistes. Mais moi, ce que je me demande, ce que je me pose réellement comme question, est-ce que ces partis-là, ils en vrai l'idéologie de Lumumba? Parce qu'ils peuvent se dire que nous sommes des lumumbistes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se cacher derrière l'idéologie du nationalisme et autres. Mais est-ce que dans la pratique, ils le pratiquent en réalité, ou soit ce sont juste des théories farfelues sans pratique quelconque? La plupart des partis qui sont là, bien sûr qu'ils se proclament ou ils se prônent être des lumumbistes, mais dans la pratique, ils ne font pas ce qu'a été l'idée ou ce qu'a été l'idéologie de Lumumba. On le voit parce que lorsqu'ils prennent le pouvoir, ils font autre chose que ce que Lumumba a prôné. C'est que votre idéologie, lumumbisme, c'était juste pour manipuler en fait l'opinion publique et arriver à la gestion et après faire autre chose. On a vu Antoine Kizenga, le faux premier ministre Antoine Kizenga être au pouvoir. En 2008, je crois, même 2007, être nommé premier ministre après les élections. Est-ce que sa gestion a été réellement suivie de l'idéologie de Lumumba? C'est ce qu'on devrait se demander. Lui, quand même, il a démissionné, mais il a laissé son acolyte, Adolphe Muzitu, qui était également un lumumbiste. Est-ce que la gestion d'Adolphe Muzitu a suivi de pas à pas ce qu'a été en vrai l'idéologie de Lumumba? Vous voyez? Donc, se proclamer être lumumbiste n'est pas le problème. Le problème, c'est de le mettre en pratique. Est-ce que vous pratiquez en vrai ce qu'a été les idées claires de Lumumba? C'est ça. Voilà. Est-ce que vous pratiquez réellement ce qui a été les idées claires de Lumumba? C'est ça la question que je pose encore un peu plus à Christian Kazadi, et en écoutant aussi le discours du 30 juin prôné par Patrice Lumumba. Êtes-vous fier d'être Congolais aujourd'hui? Êtes-vous fier d'être Congolais d'un pays indépendant réellement? Vous avez écouté Archèvre Mangouete, ils se sont préparés pour avoir l'indépendance, mais après l'indépendance, il y a eu du chaos, on peut se le dire. Bon, déjà, commençons par les discours. Je suis très fier de ces discours-là, parce qu'il a dit tout haut ce que les autres chuchotaient ou murmuraient. Lui, il a eu le courage de dire ces vérités-là. Il a eu le courage de dire ces vérités-là. Mais sauf que ces vérités-là ont sonné comme une déclaration de guerre. Ont sonné comme une déclaration de guerre chez les Belges, les Français, les Américains. Et c'est ce qui est malheureux, parce que après, nous connaissons les événements qui ont suivi. Concernant s'ils étaient préparés ou non, moi je pense que dire qu'ils n'étaient pas préparés, c'est pas très correct. Parce que
la liberté s'arrache. Hein? La liberté s'arrache. Quand vous avez votre liberté, le problème avec nos pères de l'indépendance, il y avait trop de trahisons entre eux. Et quand il y a trop de trahisons, vous ne pouvez pas arriver à un idéal quelque part. C'est impossible. Il y avait trop de trahisons. S'il n'y avait pas de trahisons, les Lumumba, les Tchombe, s'ils étaient réellement unis, ils allaient définir une gestion, une façon de vivre. On avait aussi 6 lettrés. Bon, ça c'est pas aussi un problème. Hein, c'est pas vraiment un problème. Nous sommes en 60. Il ne faut pas regarder cette histoire dans un contexte présent. Non, nous sommes en 60. Il faut tenir compte de ces détails-là. Il ne faut pas regarder ça comme un événement qui se passe en 2025. Non, nous sommes en 60. Regardez ce qui était notre contexte en 60 et de beaucoup de pays africains. Mais cela, on ne peut pas utiliser ça comme excuse pour expliquer tous les désastres qui a suivi. Moi, je pense que ce qui a freiné l'élan de Lumumba et consorts, c'était qu'il y avait trop de trahisons. Il y avait trop de trahisons. Parce que quand il y a trop de trahisons, vous ne pouvez pas avancer. Quelle que soit la vision, quel que soit ce que vous avez prévu comme modèle de gestion. Mais quand il y a trop de trahisons, vous ne pouvez pas accomplir tout ça. Vous ne pouvez pas, parce que moi, je pense que les Lumumba et nos pères, ils n'étaient pas pressés. Ils étaient préparés. Ils avaient les idées pour gérer ce pays. Ils avaient les idées. Mais sauf qu'après, il y a eu trop d'événements, il y a eu trop de trahisons. C'est ce qui a changé la donne. C'est ce qui a changé la donne. Et, dans un pays, ou dans l'histoire d'un pays, le développement d'un pays ne revient pas à une seule personne. Le développement, c'est tout un processus. Moi, je peux commencer d'un point A à un point C. Les autres qui vont suivre, ils ont cette idée-là, ils ont cette philosophie-là, ils continuent. La Chine qu'on voit aujourd'hui, ce n'est pas Mao qui est là. Mais Mao avait commencé quelque part. Il avait mis les fondements. Après, il est parti. Xi Jinping, les autres qui sont venus après lui, ils ont suivi cet idéal-là. C'est ce qui les a amenés au développement qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Moi, je pense qu'ils n'étaient pas pressés, ils étaient assez préparés, ils avaient les idées pour gérer ces pays. Mais sauf qu'il y avait trop de la trahison. Les militaires, la classe politique, il y avait trop de trahison. Et dans ce genre de climat, dans ce genre d'environnement, quelles que soient les bonnes idées ou les bonnes intentions, vous n'irez nulle part. Bon, moi, je pense que c'est ça. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Christian Kazadi, par rapport à cette journée, Lumumba ne plus. Il a laissé l'héritage, comme il y a parmi de mots qu'il a utilisés dans l'une de ses discours, l'héritage qu'il va laisser à notre pays. Lumumba n'est plus là. Vous pouvez regarder le caméra, que le message que vous lancez à toute la population congolaise par rapport à cette journée, en même temps aussi aux hommes politiques. La même question aussi va se tourner vers Archevêque Mangouete parce qu'on arrive à la fin. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir de... Un message que vous pouvez lancer à toute la population congolaise et aux hommes politiques. Bon, déjà, faisons un effort de très bien connaître l'histoire de Lumumba. Parce que beaucoup spéculent. Oh non, il était mort pour sa femme, il n'était pas vraiment mort pour le pays. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Parce qu'il faut très bien comprendre, les cinémas ou les films que vous regardez à la télé, c'est la volonté d'un réalisateur, d'un scénariste. Ce n'est pas la vraie réalité. Ce n'est pas ce qui s'était passé en 60. Faisons un effort de connaître la vraie histoire de Lumumba et gardons ou saisissons sa vision qui se battait pour un Congo meilleur, pour un développement de l'Afrique, un développement du Congo. Moi, je crois que ces piliers-là, nous devons garder ça en nous et continuer cette lutte-là de développer le Congo, de développer l'Afrique. Moi, je pense que c'est ça qu'on devait garder. Voilà, merci Christian Kazadi. Alors, Archevêque Mangouete, un message par rapport au Congolais, par rapport à votre passage. Qu'est-ce que le Congolais peut retenir? Quelle attitude que le Congolais doit prendre par rapport à cette journée? Et un message aussi aux hommes politiques, à ces gens-là qui nous gouvernent. En fait, les messages sont nombreux. Voilà. Mais nous serons laconiques pour ne pas plus prendre du temps. Premièrement, je dirais à tous les Congolais, il faut avoir l'amour du Congo. Il faut aimer ce pays. Parce que si nous aimons le Congo, nous ferons tout pour qu'il parte en mieux. Pour
qu'il soit bien géré. Rien ne peut en fait dépasser l'amour du Congo. Si nous aimons le Congo, nous n'allons pas les trahir. Si nous aimons le Congo, nous n'allons pas intégrer les groupes de rebelles pour faire la rébellion et chasser le pouvoir en place. De façon où vous le voulez là en prenant les armes. Si nous aimons le Congo, nous n'allons pas les trahir en divulguant des informations secrètes. Si nous aimons le Congo, nous n'allons pas détourner de l'argent prévu pour des projets bien précis. Si nous aimons le Congo, nous n'allons pas dire aux FARDC de faire des replis stratégiques pour permettre aux rebelles de prendre des territoires. Si nous aimons le Congo, nous n'allons pas les trahir en divulguant ou soit en s'immisçant ou soit en s'abandonnant dans la mauvaise gestion. Là, c'est le message que je lance à tous les Congolais. Voilà. Et maintenant aux politiciens. Voilà. Le plus grand message est de copier le combat de Lumumba. Voilà. De copier les bons côtés du combat, c'est-à-dire avoir ou s'approprier son idéologie qui était le nationalisme et le panafricanisme. Laissons quand même à côté le panafricanisme, mais basons-nous sur le nationalisme. C'est-à-dire, nous devrions avoir cet amour-là pour l'intérêt du groupe, pour l'intérêt de la nation. De voir d'abord l'intérêt du Congo avant nos intérêts privés, avant nos intérêts personnels. Lumumba est présenté à ce jour comme un homme d'État et non comme un homme politique. Pourtant, la plupart des politiciens de ce jour se comportent comme des politiciens et non comme des hommes d'État. L'homme d'État pense à l'avenir du pays. L'homme d'État pense à ce que serait la génération prochaine, à ce que serait le Congo de demain. Or, le politicien ne regarde que leur ventre d'aujourd'hui. Donc, à ceux qui nous gouvernent, à ceux qui dirigent, nous vous avions fait confiance pour nous gérer. Nous vous avions donné la portion de notre souveraineté pour nous gérer. Alors, il faut avoir l'amour du pays en gérant comme des hommes d'État pour voir ce que vous allez léguer à la génération future. Ce que vous allez léguer au Congo de demain. Okay. Il ne faut pas seulement voir aujourd'hui voler des minéraux, voler de l'argent, détourner, trahir le pays, laisser les rebelles prendre, s'associer aux rebelles et tout. Tout ça, c'est pour aujourd'hui. Mais pensez-vous à ce que serait demain le Congo avec tous les actes que vous faites aujourd'hui? Ce que serait demain le Congo avec toute la trahison que vous faites aujourd'hui? Donc, aux politiciens, il faut voir ses bons côtés pour mieux gérer le Congo et léguer un héritage digne de ce nom. Parce qu'on n'a que ce Congo. À part ça, nous irons encore où? Nous là, le Congo, nous là, le jeune, la jeunesse, on n'a que ce Congo comme pays. Bazo banabiso pesa poto chance mais biso to lingaka Congo. Sikoto ça nini comme il faut gérer faut la race qui 60 ans ceux qui nini ozala mutu mo ceux qui appartiennent ceux qui appartiennent non. Faisons les choses objectivement et mettons l'accent sur la méritocratie. C'est là que le Congo ira de mieux. Voilà, c'est là que le Congo ira de mieux. On vous appelle Lumumbiste. C'est par rapport à votre style de chevet. On vous appelle Lumumbiste. C'est par rapport à votre manière de s'habiller en mettant le nez. On vous appelle Lumumbiste. On vous appelle nationaliste. Parce que dans la fin de l'année, vous partez remettez la population. C'est ça être un nationaliste. Point d'interrogation. Les Lumumba ont combattu. Kassavogo, ils étaient là nombreux, Tchombe, tout comme ça. Ils nous ont donné l'indépendance. Le Congo est là. Mais on a mis les Congolais balobara. Oh, batte rambo rambo. Bakabola mona moko mbo mazo. Ni tout la question. Oh, kutuba iba rozwa raté. Oh, mona rangwata misute. Oh, mona ba iba rana. Oh, mona rangwata misute. Bosko moko barote kango. Eh. Yozo bateka Congo, oui, bate, oh kutu ba iba sikoyo.
Nandenge kendela, nandenge bimela. Moi la te bo assister à procès combien ah c'est pas le coup tu bakangi a détourner million no mona muko bazongi sakango o monaka ata bazongi sakaton ya voyage o monaka bateka Congo toka bulambongo oui bakoteka Congo toka bulambongo yo ozwa nini surtout o da ba yiba ko monaka quand ne ba oteka ngo quand ne ba okabolango bino mo monaka ba aussi ba bima ale ba sombi mboka bae nde place au retour na ngulu le ba existe monsieur Joua John. Merci aux Aguanes Bilor, merci aussi à Archevêque Mangoïté pour être venu. Merci aussi à Christian Kaza d'être venu. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. On va se retrouver avec vous déjà le lundi prochain, si Dieu nous permet. Au revoir.